Je vais tout de suite donner la parole à Serge, qui va, je pense, nous faire une intervention sans doute qui ne correspond pas forcément à celle qui était dans le livre. Serge est donc, vous le savez, psychanalyste. Il est directeur de l'unité de thérapie familiale de l'hôpital de la Salpêtrière. Et je lui cède tout de suite la parole. Merci. Merci. Bonjour à tous. Bonjour d'être aussi fidèle, comme le disait Muriel, à ce rendez-vous annuel auquel j'ai tous les ans un énorme plaisir à participer. Alors c'est vrai que, comme le disait aussi Muriel, c'est difficile, surtout autour de ce thème de l'imprévu, de se décoller de ce qui se passe autour de nous à l'heure actuelle. Et qui se passe d'ailleurs pour peut-être nous illustrer cette question même de l'imprévu, dans laquelle on peut se demander, est-ce que l'imprévu c'est justement ce qui n'est pas prévu, ou est-ce que l'imprévu c'est ce qui est trop prévu, mais qu'on n'a pas voulu prévoir? Au fond, tout ce qu'on nous dit autour de la COP21 aujourd'hui, que dans 20 ans, peut-être une partie de la planète va être submergée, que des millions de gens vont mourir de faim, des millions de gens vont être sur les routes, vont être réfugiés, que des territoires entiers vont disparaître, est-ce que nous voulons vraiment l'entendre? Ou est-ce que lorsque cela se produira, nous nous dirons comme toujours, mais nous ne l'avions pas prévu, si seulement nous l'avions su? Est-ce que lorsque l'on voit cette montée tout à fait spectaculaire et inquiétante du Front National aux élections, et qu'on ouvre des yeux écarquillés en disant mais non, nous ne l'avions pas prévu, mais quel est cet imprévu qui nous tombe dessus? Est-ce que justement l'imprévu, ça n'est pas cela? Et lorsqu'il y a eu, le 13 novembre, des fusillades, des attentats, des meurtres dans notre ville, commis par des extrémistes, est-ce que nous l'avions prévu ou est-ce que nous ne l'avions pas prévu? Est-ce que ça n'était pas justement trop prévu? Il me semble que le rapport du prévu et de l'imprévu, à ce que nous, psychanalystes, nous appelons le déni, apparaît ici totalement évident. Il n'y a sans doute pas d'imprévu sans clivage, sans une partie de soi qui sait, une partie qui ne veut pas savoir que l'autre sait et qui oublie cette mauvaise nouvelle que nous n'avons pas envie d'entendre. Le déni, le clivage, je sais bien, mais quand même, disait Octave Manoni à la suite de Freud, ou fais comme si tu ne savais pas, disait Marcel Proust à sa mère lorsqu'il voulait lui faire entendre pour la énième fois sa méthode. Donc, ces jeunes djihadistes qui ont attaqué des cafés, qui ont attaqué le Bataclan à Paris, est-ce que nous le savions? Ma fille aînée, qui est interne en médecine, prenait un pot au carillon avec ses collègues de l'hôpital Saint-Louis cette belle soirée du 13 novembre. Trop nombreux pour s'attabler comme à leur habitude en terrasse, ils se sont résignés à s'asseoir au fond de la salle. Avoir la vie sauve a tenu ce soir-là à de menus détails. Après la fusillade, après avoir attendu la mort, recroquevillés sous cette table du fond décidément salutaire, se demandant dans quelle position ils pourraient le moins souffrir ou subir le moins de terribles dommages, ils se sont trouvés face au charnier et ils ont tenté, avec les moyens du bord, de soigner les survivants avant, comme nous tous, de trouver le temps de pleurer les morts. Ils sont cette jeunesse banale, pétrie de sociabilité, qui aime boire et danser, se mélanger le soir sur les trottoirs des bistrots, garçons, filles, couples hétéros et homos, des jeunes qui conjuguent avec naturel l'art du vivre ensemble et du métissage, et qui trouvent évident, même en état de choc, de secourir leur prochain lorsqu'il gît inanimé sur le sol. Des citoyens qui ont été, dès le berceau, la liberté et l'égalité, sans se douter qu'un jour il faudrait peut-être combattre pour défendre leurs valeurs, comme leurs aïeux avaient toujours appris à s'y résoudre. C'est lorsque nous nous asphyxions que nous mesurons le prix de l'air que nous respirons. Ils sont ces jeunes qui aiment la vie et qui n'ont jamais eu à redouter la mort. Des semaines ont passé et j'ai repris mes consultations et ma collaboration avec le Centre de prévention des dérives sectaires liées à l'islam. J'ai retrouvé ces familles au sein desquelles un jeune se radicalise et s'engage parfois pour le djihad. Oserais-je le dire aujourd'hui, et dans ce contexte où il est de bon ton d'opposer deux jeunesses, où il est de bon ton d'essentialiser les clivages à l'œuvre dans notre société, ces jeunes gens que je reçois depuis plusieurs mois sont bien peu différents,
avant qu'ils ne sombrent dans la spirale du malaise et de l'exclusion de ces autres qui peuplent joyeusement les cafés de nos centres-villes. Ce ne sont pas des marginaux, ils appartiennent à la classe moyenne, leurs familles sont françaises, laïques, catholiques, juives ou musulmanes bien peu pratiquantes. Ils ressemblent étrangement à ces adolescents qui me consultent avec leur famille depuis plus de 30 ans, des jeunes filles qui tombent dans l'anorexie et se laissent parfois mourir de faim, des jeunes gens qui jouent leur vie à la roulette russe en s'injectant des produits stupéfiants, des ados qui prennent en permanence des risques en se scarifiant, en livrant leur corps en pâture, des jeunes qui s'immolent sur l'autel de leur famille en leur criant « Ma mort est plus belle que votre vie et ma destruction bien plus désirable que votre existence misérable ». Ces apprentis djihadistes que je suis amené à rencontrer ont la même posture de martyrs. Ils sont dans le même défi, animés par cette ultime conviction. Mettre leur mort en jeu pour tenter de donner un sens à leur existence. Mais ceux-là, contrairement à mes adolescents anorexiques ou toxicomanes, ont rencontré dans leur parcours des rabatteurs trop contents de pouvoir agrandir leurs failles et abuser de leur désarroi en leur promettant un destin risqué mais triomphant à la mesure de leurs attentes grandioses. Pauline, rattrapée de justesse à l'aéroport, munie d'un faux passeport juste avant son départ pour la Syrie via la Turquie, avait, quelques mois auparavant, posté sur Internet « Mes parents ne me comprennent pas. Je suis triste et seule. Mes amis sont trop futiles. J'aimerais tant me rendre utile et sauver le monde. » Elle a dès lors mis le doigt dans un engrenage infernal, celui d'une troupe de rabatteurs virtuels qui l'ont subtilement amené, par un discours pseudo-humanitaire puis amoureux, à s'isoler de ses amis, à effacer ses contours avec un niqab, à s'enfermer dans une vision complotiste puis paranoïaque du monde, à transformer le foyer familial en champ de bataille. Pauline est tombée dans le piège de la dissonance cognitive, n'allant voir sur Internet que les sites qui renforcent ses convictions, les autres étant jugés manipulés par la propagande occidentale. Les membres de son groupe virtuel sont devenus les seules personnes dignes de sa confiance, une confiance absolue. Ils sont sa nouvelle famille, plus forte que sa famille d'origine. Une fois ancrée dans l'adhésion à une charia de pacotille, aller jusqu'au sacrifice de sa vie lui a semblé aller de soi. D'autant que l'inflation narcissique produite par les recruteurs lui a confirmé son destin de femme exceptionnelle. Elle a, comme beaucoup d'autres, fétichisé le voile. Car pour bien des jeunes filles, le port du voile révèle une dimension de revendication identitaire avant d'être religieuse dans cette période particulièrement critique de l'adolescence. Rideau, dans sa traduction littérale, le voile est une tentative de séparation, une césure, une frontière entre le corps de l'adolescente et le corps familial, une émancipation paradoxale. Symbole de la virginité, réplique érotisée du voile hyménéal intérieur, il est soumission et puissance, virginité et sexualité, autonomie et dépendance. Aux arrêts d'autobus, nombreux sont les jeunes gens qui l'ont interpellée respectueusement pour la demander en mariage. Pauline a, selon le mot d'Olivier Roy, islamisé sa révolte adolescente. Et face à cette crise d'adolescence radicale, ses parents fous d'angoisse ont subi de leurs filles les rationalisations tordues, les prêches pseudo-religieux, les prières incessantes, la disparition des bouteilles d'alcool et de parfums, la destruction des bibelots, l'interdiction de la musique. Ils ont tout subi, comme d'autres parents ont subi des jeunes filles décharnées qui se trouvent obèses en mangeant une feuille de laitue par jour, ou la disparition de l'argent et des bijoux, ou l'attente des nuits entières que leur enfant ivre-mort arrête le moteur de sa mobilette. Ils tiennent par amour, par culpabilité, parce qu'ils sentent bien que leur enfant, cet étranger si familier, ne fait que raviver d'autres failles plus anciennes, d'autres conflits inexprimés, d'autres secrets inavoués. Mais ne nous y trompons pas, la frontière est bien ténue entre l'ado qui va bien et qui s'engage à tâtons dans la quête de l'autre et l'amour de l'existence, et celui qui se trouve englouti dans la dynamique infernale de la haine de soi et de la pulsion de mort. Alors bien sûr, toutes les familles ne connaissent pas les mêmes atermoiements, elles ne se ressemblent pas toutes, des pères peuvent être plus ou moins absents, plus ou moins violents, des mères vont se montrer différemment intrusives ou déprimées, les deuils, les traumatismes, les ruptures sont diversement omniprésents. Mais l'agencement de ces failles, finalement si communes, la résilience propre à chaque adolescent font que ces parcours prennent des tours mystérieux, imprévus.
et que la peur de la vie peut obstruer à tout moment l'exaltation à être et à désirer. Pauline, Mathieu, Laura, tous ces jeunes gens que j'ai reçus ces derniers mois avec leur famille ne sont certes pas des Kouachi ou des Méras, et leur parcours est moins fracassé par les difficultés sociales ou d'intégration que par l'impossibilité psychique d'affronter leur propre désarroi. Ce sont des jeunes pour qui la nécessité naturelle de la séparation adolescente tourne mal. Ils sont peu nombreux, car ne l'oublions pas, les ados qui vont mal, et c'est une bonne nouvelle, sont bien moins nombreux que ceux qui vont bien, mais ils ne sont pas d'une espèce différente de celle de ma fille et de sa bande d'internes, terrorisés sous les tables du carillon. Je vous remercie. Merci, et donc j'ai le plaisir d'ouvrir et de déclarer ouverte ces combienième c'est énième journée, toujours magnifique, de Gypsy. Merci beaucoup Serge, merci. Alors effectivement, l'imprévu a décrit, là, avait véritablement la couleur de l'horreur, la couleur de l'effroi. Nous avons tous été sidérés, mais l'imprévu n'est pas que cela. L'imprévu peut s'inscrire également d'une manière positive dans la vie, ou peut-être quelque chose qui s'inscrit dans un cours, entre guillemets, bienfaisant et d'une vie qui se déploie.